Je participe à un événement nautique qui s'appelle Longue Route 2018. C'est un parcours autour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance. Donc le parcours consiste à descendre l'Atlantique Nord du nord vers le sud, arriver au Cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique à peu près après 2 mois de navigation. Et ensuite, on fait cap à l'est dans l'océan austral, donc d'abord l'océan Indien austral, ensuite on arrive dans le sud de l'Australie, et ensuite c'est le Pacifique Sud aussi, donc aussi l'océan austral. Entre le cap de Bonne-Espérance et le cap Horn, qui est tout au bout du Pacifique, ça va faire à peu près 4 mois de mer, donc 4 plus 2 égale 6. Et après, une fois passé le cap Horn, on remonte l'Atlantique, et ça va prendre encore à peu près 2 mois, donc le voyage va durer à peu près 6 mois. Cette année, c'est l'anniversaire de la première course autour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance, qui a eu lieu en 68-69. C'était une épreuve dans laquelle il y avait 9 participants au départ et un qui est arrivé au bout. Tous les autres ont abandonné et il y en a un qui a été très médiatisé à l'époque, qui est un Français qui s'appelait Bernard Moitessier. Parce qu'il a, au lieu de continuer le tour du monde pour rentrer en Europe à son point de départ, il a continué un demi-tour du monde dans les hautes latitudes sud. Donc il est reparti dans l'océan austral et il a terminé son voyage à Tahiti après 10 mois de mer. Et de ce voyage qui est très rapidement devenu assez mythique dans le monde de la voile, il a tiré un livre qui est un très beau livre de mer qui s'appelle La Longue Route. Et c'est pour ça que l'événement auquel je participe s'appelle Longue Route. C'est un hommage à Bernard Moitessier. Et en ce qui me concerne, moi, Bernard Moitessier, c'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi tout au long de ma vie. Je l'ai découvert avant même qu'il fasse la Longue Route. J'étais donc enfant, presque à l'époque, en tout cas très jeune adolescent. Et je suis tombé par hasard sur un de ses livres, parce qu'il avait écrit 2 livres avant d'écrire la Longue Route. Un de ses livres qui était dans le bureau de mon père, qui n'avait jamais été lu. Et moi, je suis tombé là-dessus et je l'ai lu. Et ensuite, j'ai lu tout ce qui tournait autour de cet ouvrage. Cet ouvrage s'appelait Cap Horn à la voile, parce qu'il avait déjà passé le Cap Horn une fois avant de faire ce grand voyage. Et à l'époque, j'étais déjà très passionné de navigation. Et donc, ce livre... et les autres de Bernard Moitessier, et tous ceux auxquels ce livre renvoyait m'ont vraiment renforcé dans ma passion. Et quand Moitessier a fait son voyage, et puis quand il y a La Longue Route qui est parue, moi je me suis précipité pour l'acheter, je l'ai lu en une nuit, et tout de suite j'avais envie de faire ce voyage. Donc à l'époque j'avais 14-15 ans, donc ça fait un certain nombre d'années que ce voyage est quelque chose que j'aimerais faire. Et après, les différentes circonstances de la vie ont fait que j'ai pas fait ce voyage quand j'avais 25 ans, ou 30 ans, ou 40 ans. Mais avec toujours l'idée de le faire. Et il y a eu un moment, là, dans les dernières années, où je me suis dit, bon, il faut que je le fasse, il faut vraiment que je le fasse, quoi. Et donc, il y a des rêves qui suffisent en tant que rêve, et puis il y a des rêves dont on se dit, bon, il faut que ça passe à la réalisation. En plus, et évidemment, je pensais au cinquantenaire de cette première course autour du monde, puisque là, 2018, c'est le cinquantenaire de la course de 68-69. Et en plus, j'avais pensé comme ça il y a quelques années, ça serait rigolo de faire pour les 50 ans, de le faire. Et puis en plus, ça sera l'année où moi j'aurai 60 ans, en décembre 2018 j'aurai 60 ans, donc ça me plaisait aussi l'idée de fêter mes 60 ans en mer dans le tour du monde dont je rêve depuis que j'ai 15 ans, je trouve c'est assez super, quoi. Et donc j'avais pensé faire ça, et puis après en essayant de prendre en compte toutes les choses de la vie, le métier, l'argent, etc., je m'étais dit, bon, ça sera peut-être plus raisonnable de le faire à la retraite, c'est-à-dire un peu plus tard, parce que la retraite c'est à partir de 62 ans en France maintenant. Finalement, il s'est passé des différentes petites choses. Un jour, j'ai fait une chute et je me suis blessé et j'ai eu beaucoup de mal à récupérer ma main. D'ailleurs, j'ai pas tout récupéré dans ma main.
Et ça a été un petit signal pour me dire, bon, tu prends de l'âge, si tu veux faire ton tour du monde, il faut le faire maintenant. Je fais le tour sans moteur, tout simplement parce que, bon, pour plusieurs raisons. Il y a une raison, on va dire, passionnelle, mais qui évidemment me tient à cœur, c'est que moi j'aime la voile pure. Et pour moi, un moteur, c'est quelque chose d'étranger qui est dans un bateau, dans un voilier. Et un voilier, ça n'a pas besoin de moteur. Par ailleurs, mon bateau, il est relativement petit, c'est un des plus petits de la longue route. La plupart des bateaux, ils font autour de 12 mètres de taille. Mon bateau fait 9,60 m. Et bon, 9,60 m, c'est beaucoup plus petit que 12 mètres, parce que la taille d'un bateau, c'est pas fonction de... Enfin, c'est fonction de la longueur, mais ça augmente au cube, puisque c'est un volume. Donc, entre 9 mètres et 12 mètres, il y a une grosse différence en termes de volume. Donc, j'ai pas beaucoup mon bateau est relativement léger, il pèse 4,3 tonnes à vide, donc je peux pas trop le charger. Et je ne veux pas trop le charger, parce que je veux que le bateau il soit bien dans ses lignes pour bien naviguer, en particulier dans les hautes latitudes sud, dans l'océan austral. Il faut que le bateau soit vraiment très très à l'aise dans la mer pour passer. C'est des mers assez difficiles, et s'il est chargé comme un mulet, ça va pas aller, quoi. Donc, et en plus, un marin, il aime bien que son bateau marche bien. Donc, je veux pas trop charger le bateau. Or, pour embarquer 245 jours de nourriture, j'ai tablé en gros sur 245, enfin, autour de 240 jours, je prends 245 jours de bouffe. Ça me donnera un petit aiguillon pour faire marcher le bateau. Si j'enlève les 100 kg du moteur, plus les 25 kg au moins de gasoil, plus tout ce qui va avec ce moteur, ben ça me sauve de la place et du poids pour mettre de l'eau, des vivres, du matériel. Donc c'est tout à fait important. Si je fais un parcours à la voile, ça serait pour moi une faute morale de mettre le moteur pour traverser un calme plat ou je sais pas quoi. Il y a un calme plat, justement. L'esprit de la voile, c'est il y a un calme plat, ben, il y a un calme plat. Donc on participe au calme plat, et puis voilà, puis on fait ce qu'il faut pour avancer tout doucement, et en faisant ça, d'ailleurs, on se met complètement en phase avec la nature, avec ce qui advient, et c'est ça qui est beau dans la voile. Si on appuie sur un bouton pour faire marcher le bourrin, ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est ma conception. C'est une fausse sécurité, en fait, le moteur. Et d'ailleurs, Bernard Moitessier, dont tous les gens qui font la longue route se réclament, bah, lui, quand il est parti faire son tour du monde sur son bateau qui s'appelait Josua, il a démonté son moteur. En 8 mois de mer, je vais faire, en termes de distance parcourue, ce que je fais en une dizaine d'années, en 8-10 ans, quoi. Donc ça veut dire que les haubans, les drisses, les écoutes, tout ça, ça travaille, c'est de la mécanique. Et si ton bateau il est chargé comme une mule, le gréement, c'est-à-dire le mât, les haubans, etc., ça travaille beaucoup, ça fatigue. Et au bout du voyage, tu as des pièces qui peuvent casser, etc., etc. Donc être léger, c'est un plus pour que le bateau soit à l'aise et aussi pour aller au bout du voyage. Quand j'ai démonté mon moteur, quand je l'ai enlevé du bateau, j'étais vraiment content, quoi. C'est bizarre, c'est presque enfantin, mais c'est le cas, quoi. J'avais l'impression que mon bateau retrouvait son intégrité première de voilier, quoi. Et c'est ça qui me plaît, en fait. C'est vraiment ça qui me plaît. L'aventure, c'est un petit paradoxe, mais l'aventure, ça se prépare, quoi. Tu pars pas à l'aventure à l'arrache. Enfin, tu pars pas à l'arrache pour ce genre de truc, quoi. Et l'expérience montre que même si tu es archi prêt, tu auras toujours des choses qui vont advenir. L'aventure, c'est des choses adviennent que tu n'avais pas prévues. Et simplement, si tu t'es préparé, eh ben, tu peux les accueillir. Même si tu n'as pas les trucs adéquats, parce que justement, il y a toujours un élément de surprise, mais il y a un ensemble qui fait que tu es disponible pour accueillir l'imprévu et en faire quelque chose. Tous les gars qui font le Vendée Globe, ils te disent que
que la réussite d'un Vendée Globe, c'est 90%, c'est la préparation. Alors eux, ils ont des équipes entières sur les bateaux qui ont des gros budgets, ils ont des équipes d'une dizaine de personnes qui bossent pendant plusieurs années pour préparer le bateau, pour le mettre au point au tip-top. C'est pour dire le nombre d'heures que ça représente en termes de préparation. Donc moi, en ce qui me concerne, d'abord sur la préparation. Donc la préparation, il y a plusieurs choses. Il y a la préparation du parcours, enfin réfléchir au parcours. Il y a préparer le bateau et il y a préparer le bonhomme, si on peut dire, sur le plan psychologique, sur le plan sportif. Pour le parcours, moi j'y réfléchis depuis mes 15 ans, hein, ça peut paraître... Enfin, c'est la vérité. J'avais... chez mes parents, j'avais une grande carte du monde. J'ai dessiné, je ne l'ai plus cette carte, je l'ai perdue, mais j'avais dessiné ma route. J'avais regardé la route de Bernard Moitessier, la route d'autres marins. Et puis, donc, parce qu'il faut gérer sur ce parcours, il faut gérer, par exemple, les anticyclones. Donc, bon, il y a un certain nombre de points de passage météo qui sont un petit peu, qui ont besoin d'être négociés de façon pertinente. Donc, bon, bref, j'avais fait ma route déjà il y a très très longtemps. Alors bien sûr, cette route, je l'ai là, à partir du moment où j'ai pris ma décision, je l'ai retravaillée de façon plus précise avec des documents nautiques qui donnent des informations statistiques sur les vents, les courants, les machins. Donc là, je sais à peu près où est-ce que je vais passer, enfin entre quel... à quel endroit j'ai passé l'équateur, par exemple. Bon, stratégiquement, c'est important parce que c'est une zone de calme, donc bon, faut savoir à peu près où on passe, où est-ce qu'on arrive, quel point on vise au sud de l'Afrique du Sud, jusqu'où on peut aller trop loin dans le sud, des trucs comme ça, quoi. Donc tout ça, c'est réfléchi. Donc pour le bateau, le bateau que j'ai actuellement, je l'ai depuis 10 ans. Et ce bateau-là, je l'ai acheté après avoir eu une fortune de mer, après avoir un naufrage sur un bateau précédent. C'est un Contessa 32, c'est un bateau qui est assez connu, surtout dans le monde anglo-saxon, et qui est un bateau qui, comme n'importe quel bateau, peut se faire retourner, parce qu'il faut savoir, le problème du retournement, c'est important parce que dans ce voyage-là, parce que on est à peu près sûr, on a beaucoup de chances statistiques en tout cas, de se faire retourner par une grosse vague. Parce que dans les hautes latitudes sud, il y a des dépressions, comme dans tous les océans, mais là-bas, d'après ce que j'ai pu lire, parce que je ne l'ai jamais vécu réellement, mais bon, la mer, l'océan austral est une mer très très haute, parce qu'il n'y a aucun continent qui arrête la houle, donc les vagues sont très hautes et très puissante. Elle doit faire entre 4 mètres et 10 mètres, en gros. Mais il faut bien voir que quand on dit 4 mètres, c'est déjà très gros. Hein. On dit, parce qu'il y a des gens qui exagèrent beaucoup, qui parlent de vagues de 20 mètres, machin. Une vague de 4 mètres, c'est déjà très très gros. Hein. Une vague de 10 mètres, c'est vraiment énorme déjà. Donc, le vent... fait gonfler la houle, et ensuite il y a des rotations dans une dépression, et donc il va y avoir des houles croisées. Le vent commence à souffler du nord-ouest dans une dépression de l'hémisphère sud, et ensuite il passe à l'ouest puis au sud-ouest. Donc on va avoir une mer de nord-ouest et une mer de sud-ouest qui vont se rencontrer, qui vont faire des vagues pyramidales, qui déferlent un peu dans tous les sens et qui foutent un sacré bordel. Et s'il se trouve que le bateau est sur la trajectoire de ce genre de vagues, il a de fortes chances de chavirer, donc au moins mettre le mât dans l'eau, et s'il touche le bingo, de faire un 360 degrés. Or, il se trouve que ce bateau-là, le Contessa 32, c'est vraiment un bateau qui a une capacité à bien gérer un chavirage et à se redresser extrêmement rapidement, que très très peu de bateaux ont. J'ai installé à l'intérieur 2 cloisons étanches, donc le bateau est divisé en 3 compartiments. Justement, j'ai fait ça parce que je veux absolument être certain que si, pour une raison quelconque, quand j'ouvre le panneau, le bateau prend une vague ou il se passe quelque chose qui fait que le bateau chavire, même quelques instants, il va y avoir plusieurs tonnes d'eau qui vont rentrer. Donc si plusieurs tonnes d'eau rentrent
juste dans mon caisson central qui est la cabine, bah, ça va être désagréable, mais le bateau ne va pas couler tout de suite. Si le bateau est complètement ouvert à l'intérieur, ça peut être plus problématique. Mon bateau a 45 ans, donc c'est déjà un vieux bateau, donc il fallait changer les cadènes, et puis bon, après j'ai tout à l'avenant, hein, j'ai changé tout ce qu'il fallait changer. Les haubans sont neufs, les cordages sont neufs. J'ai mis une petite bulle de veille pour pouvoir observer à 360 degrés de l'intérieur. J'ai un petit système pour gouverner de l'intérieur, bien que ce soit préférable de gouverner de l'extérieur, mais en cas de fatigue, de froid, etc., c'est important de pouvoir le faire de l'intérieur. Et ensuite, sur la préparation mentale, mentale et physique, bon, la préparation physique, disons que j'en fais pas spécifiquement, je fais du sport régulièrement, je fais de la course à pied, un peu de gym. Pour la préparation mentale, c'est le fait de naviguer en fait. Ça fait longtemps que je navigue, donc maintenant je peux dire que je me connais pas mal. Parce que quand on commence à naviguer tout seul, et quand je dis naviguer tout seul, c'est vraiment naviguer tout seul, c'est-à-dire sans passer son temps au téléphone, machin, c'est vraiment être tout seul. Il y a toute une phase qui peut durer un certain temps, dans laquelle on va se découvrir soi-même. La mer, je pense que c'est la même chose si on fait de la montagne ou des trucs comme ça. C'est vraiment un révélateur implacable de qui on est. Et donc on apprend à se connaître, on apprend ses limites, on apprend aussi ses ressources. Et donc on apprend ses peurs, on va forcément avoir des moments de grande détresse, de grande émotion, de grandes difficultés, de grands découragements. Mais l'expérience va faire qu'on sait qu'on peut le faire. Donc là, je sais qu'il y aura des moments où ça va être difficile, où je vais morfler. C'est en allant au bout de quelque chose de difficile que tu vas trouver une espèce de quelque chose qui va faire que tu te sens totalement vivant. La beauté de l'océan, quelque part, faut la mériter. Et pour la mériter, faut en avoir un peu chié pour y aller, quoi, pour le traverser, pour aller jusque là-bas. Et dans la préparation psychologique, d'abord, je sais que je peux gérer la solitude tout seul. J'y trouve quelque chose qui m'apaise à un certain niveau. Et que même quand c'est difficile, j'ai en moi les ressources pour m'en sortir. Comme ça fait plus de 20 ans que tous les étés je pars naviguer un mois ou deux, en général sans m'arrêter, au fond c'est un petit peu le même geste, sauf que bien sûr je pars pour plus longtemps, mais le fait de partir pour plus longtemps, pour moi, en tant que navigateur, en tant que solitaire sur le bateau, je pense pas que c'est pour moi que ça va être plus dur, c'est plus pour ma famille en fait. Quand on est au large en solitaire sur un bateau, on a un rapport au temps qui change complètement et on est dans une sorte de présent qui dure mais qui est perpétuel. Entre le moment où on part de mon appareil et le moment où on est dans cette espèce d'état, en gros, il y a une semaine un peu difficile où on sent que le temps passe, qu'on s'éloigne et tout. Mais après, on est dans une espèce de truc un peu fermé et le temps n'a plus la même dimension. Et donc, on ne va pas forcément souffrir du temps. Alors là, quand je vais ce qui fait des brèches dans cette espèce d'équilibre, c'est les communications, en particulier téléphoniques, parce que là, on s'aperçoit qu'il y a un temps humain qui existe aussi, dont on fait partie, même si on l'a mis entre parenthèses un certain temps, et puis qu'il y a une distance aussi. On prend la mesure de la distance, parce qu'il y a une sorte de décalage entre la presque immédiateté de la communication vocale par téléphone, satellite, et puis les 15 jours, 3 semaines de mer qu'il faudrait pour retrouver la Terre. Donc pour gérer ce problème-là, avec ma femme, on a convenu qu'on communiquerait plutôt par texto. Donc c'est comme ça que je vais gérer ce truc-là. Et le fait du départ. Mais le fait du départ, de toute façon, je ne le gère pas. Je sais que pour moi, c'est extrêmement difficile.
c'est extrêmement difficile pour moi de partir, de laisser mes enfants, ma femme. Je me sens toujours coupable. Mais en même temps, il y a en moi une sorte de voix qui dit tu dois le faire, quoi. Si tu le fais pas, tu passes à côté de quelque chose d'important dans ta vie, tu dois le faire. C'est presque moral, tu vois. Alors après, sur l'aspect de la vie du quotidien, tu dis on fait pas que naviguer. J'ai envie de dire si, on fait que naviguer. Et toute ta vie, elle tourne autour du fait de naviguer. Sur le bateau, la bouffe, c'est... Donc là, j'ai préparé, enfin, j'ai des repas que je fais tourner, en quelque sorte, sur une semaine, quoi, en gros. Donc j'ai un mix entre des boîtes de conserve, des plats lyophilisés, j'en prends 2 par semaine, mais pas plus, parce que l'organisme s'accoutume aux plats lyophilisés, et il y a un moment où il sature. Donc j'ai des conserves, du lyophilisé, alors du riz, des pâtes, du couscous, enfin bref, des sucres lents, ça c'est très important. Et puis sur le bateau, je prends quasiment aucun excitant parce que comme je dors par sommeil fractionné et par petites fractions parfois dans les zones très, très passantes, bon, il n'y en aura pas beaucoup là, mais dans les moments un petit peu de galère, tu peux pas trop dormir, donc quand il faut pouvoir se reposer, il faut pouvoir se reposer très très vite, et pour ça, il ne faut pas avoir d'excitant, donc j'ai pas d'excitant. Alors je fais en gros 3 repas par jour, toujours à heure très très fixe. Ça crée une routine de l'organisme qui plus des encas, 2 encas, pour jamais être à zéro dans ma réserve d'énergie. J'ai pas de chauffage sur le bateau parce que c'est l'option minimaliste, donc pas de chauffage. La casserole, c'est un bon chauffage. Tu fais tes pâtes et ensuite tu fous ta casserole sur toi et tu bouffes. Tu te chauffes avec la casserole. Alors j'ai mon bonnet, souvent j'ai un bonnet qui est plus ou moins trempé, donc là, mon bonnet je le mets sur mes genoux et je mets la casserole, donc après je remets le bonnet qui a chauffé sous la casserole et c'est un moment de confort extraordinaire. Voilà, mais donc là, si tu veux, la bouffe, c'est très très peu de temps dans une journée pour moi. Et ça doit aller vite parce que je veux pas passer du temps à ça, quoi. Je veux passer du temps parce que, en fait, la navigation solitaire, c'est ça que j'aime, c'est t'es tout le temps présent au bateau et à son environnement, tu vois. Et tu dois toujours être à l'écoute du bateau. Même quand tu dors, tu es à l'écoute. Tu as des sons qui viennent de la coque, donc du passage du bateau dans la mer. Tu peux savoir quand tu as l'habitude, tu sais la vitesse de ton bateau, rien qu'en entendant le chuintement. Tu sais, là, tu sais que tu es au-dessus de 6 nœuds, là, tu sais que tu es en dessous de 6 nœuds, là, tu sais que tu es en dessous de 4 nœuds. C'est très très caractéristique. Tu n'as pas besoin d'un appareil qui va te dire ça, tu le sais. Ouais, évidemment, avec l'expérience, hein, mais tu as aussi les sons qui viennent de la mâture, du gréement, les voiles qui battent, plein de trucs comme ça. Les chocs des vagues sur la coque, tout ça, ça t'envoie des informations. Et c'est très important, en tout cas pour moi, c'est très important de toujours avoir ces informations pour être complètement en phase. Parce que d'abord, c'est intéressant comme expérience. Tu es en contact avec l'univers, moi c'est ça que je cherche dans la navigation. C'est un petit peu idiot de dire ça parce qu'on est toujours en contact avec l'univers de toute façon. Mais disons que là, on a une sorte d'ouverture. On se met dans une position d'ouverture. Il y a une dimension contemplative dans la navigation, mais c'est l'élément de contemplation, il est plutôt, je dirais, il n'est pas central, il est latéral. C'est-à-dire que tu es tout le temps pris dans des occupations, tu fais des trucs et en même temps tu contemples. Avec quelques moments privilégiés où tu vas vraiment te poser et te dire putain, c'est beau, tu vois. Parfois c'est difficile de filmer, de faire des images. Moi j'aimerais bien faire des images pour me souvenir et aussi pour pouvoir partager, parce que quand on navigue tout seul, l'une des choses qui est difficile, qui est chiante, c'est qu'on ne peut pas partager. Et parce que c'est vrai que quand tu es au milieu de l'océan, tout ça, tu vois la beauté du monde et cette beauté que tu ne vois pas toujours dans les villes, quoi, malheureusement.
Et c'est vrai que c'est quand même super beau, quoi. Et c'est bon de le savoir, quoi, parce que il y a toute une sensibilité écologique de plus en plus, mais cette sensibilité écologique, elle est aussi sensible à la beauté du monde, et ça peut être vraiment un moteur pour, plus que pour des raisons simplement utilitaires, tu vois, de cultiver, de préserver la nature, parce qu'il y a une beauté vraiment extraordinaire. Dans les choses que je redoute, bon, il y a un truc que vraiment je redoute et je voudrais pas que ça m'arrive, c'est le truc con. Genre, je sors de la Manche, donc moi je vais partir de Ouistreham, donc il y a un port au milieu de la Manche, donc il faut que je sorte toute la Manche, et c'est une zone hyper fréquentée, donc là, en Manche, tu peux avoir un problème d'abordage tout con, qui va même pas te couler, mais qui va endommager suffisamment le bateau pour pas pouvoir partir, tu vois. Enfin, pour devoir t'arrêter plutôt. Donc ce genre de truc me ferait vraiment chier, quoi. Parce que, ou alors un problème genre, t'as une rage dedans et t'es obligé de t'arrêter, c'est arrivé à des gars. Hein. Moi j'aimerais bien quand même réussir le parcours parce que j'ai quand même un âge vénérable, donc je pourrais peut-être pas le tenter une deuxième fois, tu vois, si jamais je vais pas jusqu'au bout. Mais disons que bon, suppose que je démate et que je doive m'arrêter pour refaire un gréement. C'est une sorte d'autre aventure qui se met en route et qui peut être aussi une belle aventure. C'est-à-dire, tu vas ramener ton bateau, clopin-clopant. Là, j'ai déjà pensé, tu vois, à un gréement de fortune que je pourrais faire. Donc, c'est pas que j'ai presque envie de démater pour pouvoir faire mon gréement de fortune, mais je pense que si je démate ou si j'ai un problème de ce genre-là, ça serait sympa de se dire, bon allez, on va faire un gréement de fortune, tu vois, puis on va toucher un port quelconque. Par rapport aux galères qu'on va forcément rencontrer, ce qui, je pense, c'est très très important, enfin, ce qui donne vraiment de la force, c'est de prendre des décisions positives. Certainement que quelque part dans ma vie, j'ai envie de faire quelque chose, de faire des choses extraordinaires. J'ai beaucoup admiré. J'ai trois dans ma vie, dans mon activité, dans mes activités, disons, j'ai trois grandes passions. J'ai quand même la philosophie, auquel j'ai quand même consacré une grande partie de ma vie. J'ai la musique, et puis j'ai la navigation. J'ai toujours eu ça dans ma vie. Hein. Donc après, j'ai essayé en fonction des époques de ma vie, j'ai plus ou moins investi là-dedans. Dans tout domaine, j'ai rêvé de faire quelque chose de formidable. Mais en même temps, parce que ça c'est un petit peu enfantin comme rêve, mais bon, l'enfant qui est en nous, nous devons l'écouter. Mais j'ai aussi toujours eu envie de faire. Je pense que c'est l'envie de faire est plus importante que l'envie de faire un truc extraordinaire. L'envie de faire. Donc quand j'ai fait dans la philosophie, tu lis de la philosophie, tu aimerais bien être Bertrand Russell, tu aimerais bien être David Hume. T'es pas forcément Bertrand Russell, David Hume, t'es pas forcément un grand génie de la philosophie. Mais est-ce que ça veut dire que tu dois fermer ta gueule et annoncer ce que les autres ont dit, ou est-ce que tu prends ton stylo et tu essayes d'écrire de la philosophie? Moi, j'ai toujours essayé d'écrire de la philosophie ou d'en faire avec mes chers élèves, et parce que j'aime bien faire. Et pour la musique, c'est pareil. Comme tu sais très bien, il y a des musiciens que j'adore, que j'admire beaucoup, comme les Beatles, comme Bob Dylan ou autres. Mais j'ai eu envie d'essayer de composer parce que je voulais faire aussi des choses. Je voulais chanter, je voulais composer, je voulais pas juste être un fan qui dit ouais c'était super le concert, mais qui avait pas mouillé sa chemise lui-même. Et même si je sais très bien que je suis pas un grand génie de la musique, mais j'ai quand même essayé de faire des belles chansons et je trouve que c'est chouette. Je crois que pour faire une grande carrière musicale, il faut peut-être avoir besoin de sauver sa peau pour le faire, quoi. Et peut-être que j'étais pas dans la position aussi vitale, un rapport aussi vital existentiellement
à la musique pour le faire. Peut-être aussi parce que j'avais pas suffisamment de talent pour faire quelque chose d'extraordinaire. Mais finalement, je suis content de ce que j'ai fait en musique et je pense que je serais content, une fois que j'aurai fait le tour du monde, de repartir chanter, même si c'est dans des lieux assez confidentiels. Mais je pense que je serais content, et je pense que je serais d'ailleurs plus content, parce que bon, il y a 2-3 ans, je me suis dit que j'allais arrêter de tourner dans les bars et tout, parce que c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, j'espérais que ça allait déboucher sur quelque chose de plus important, puis ça ne l'a pas fait pour différentes raisons. Et bien sûr, mais cette espèce d'ambition faisait que je profitais pas vraiment du fait de chanter là où je chantais. Enfin, j'en profitais et j'aimais comme expérience. Mais il y avait toujours cette espèce de truc qui faisait que je me disais, bon, ben, je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Et maintenant que j'ai renoncé un petit peu à ça, je pense que je serais plus dedans finalement, et peut-être que je chanterais mieux et que je serais plus, tu vois. J'espère aussi que ce voyage va me donner une source d'inspiration pour retrouver, pour l'écriture. Alors, c'est vrai que par rapport à la navigation, bah là, le truc c'est que là vraiment ça dépend complètement de moi, quoi. Le fait de faire le tour du monde, je ne suis pas dépendant d'un public, tu vois. C'est à moi de le faire. Que ce soit médiatisé ou pas, je m'en fous. Bon, je serais content si c'est médiatisé, un petit peu, parce qu'il ne faut pas se perdre là-dedans. Mais c'est d'abord un truc entre moi et moi-même, tu vois. Donc, c'est plus accessible dans un certain sens, quoi. Après, c'est quand même, bon, est-ce que je suis capable de le faire, quoi. Donc, mais il n'y a qu'en y allant que je le saurai. Je l'ai pas mal différé, le tour du monde, parce que je me sentais pas prêt. Mais il y a un moment où je me suis dit, au fond, personne n'est prêt. Tant qu'il ne l'a pas fait, personne n'est prêt, ou en tout cas personne ne peut savoir qu'il est prêt. Et donc la seule façon de le savoir, c'est de le faire. Je verrai ce que je fais, je sais pas, ça fait partie de l'aventure aussi. C'est que tu sais pas du tout comment tu vas en sortir, quoi. Enfin, comment mentalement ce que ça va changer en toi. Ça va forcément. Enfin, je pense que ça va pas me changer fondamentalement, parce qu'au contraire, la mer c'est un révélateur. Donc, mais ça va quand même changer des choses, parce que c'est une expérience tellement forte que je vais en revenir certainement très très marqué. Mais je sais pas du tout dans quel sens, et je sais pas du tout si, par exemple. Donc justement, par exemple, pour la musique, je pense le fait de vivre un moment très fort, parce que bon, les moments de concert que j'ai vécus, même si c'était dans des bars, essentiellement dans des bars et tout, c'est des moments forts, parce que c'est vraiment des moments où tu te donnes complètement à un public, et il y a un partage qui se fait, qui est fort et qui est super beau. Et je pense que j'aurais vachement envie après avoir vécu tellement de solitude, qui a sa richesse aussi, hein, de retrouver un petit peu comme ça, tu vois, ces moments de partage, ça sera super, quoi. Une certaine difficulté de navigation solitaire, c'est l'absence d'humanité, quoi. Enfin, dans l'environnement, en tout cas. Il y a une très, très grande beauté de la nature, une majesté, quelque chose de très impressionnant, mais c'est quand même pas humain, quoi. La nature, c'est le grand silence. L'art, surtout l'art dans la performance, comme c'est le cas de la chanson, là, t'as un truc qui est à la fois la culture et non pas la nature, et l'humain, quoi. Et donc, je pense que ça, j'aurais besoin de ce genre de choses, tu vois, après. Et peut-être que je partagerai mon voyage en chantant des chansons qui porteront pas sur le voyage, mais qui seront, dans ma façon de les chanter, il y aura certainement, tu vois, tout voyage qui va sortir, quoi, dans ma voix, dans mon corps. La musique,
je pense que je vais en emporter un petit peu. Je pense aussi que, bon, on m'a offert un harmonica, je vais essayer d'apprendre à faire l'harmonica, faire mes gammes tout seul. Je pense que ça sera important justement d'avoir quand même au moins quelque chose de minimal comme ça. Et de la même façon, je vais prendre quelques livres, mais je ne sais pas si je les lirai. Mais cette espèce de silence qui peut être pesant de la nature par rapport à tout le monde, disons de la culture en un sens large et pas du tout prétentieux, hein, fait que je me dis, bon, pendant 8 mois, c'est quand même important d'avoir ça. J'ai aussi, donc de la même façon que j'ai un harmonica pour faire de la musique moi-même, j'ai beaucoup de cahiers, j'écris beaucoup, j'ai un journal de bord dans lequel j'écris des choses et donc là j'ai un certain nombre de cahiers que je vais emporter. Ce que je voulais te dire aussi, c'est pour la musique, c'est que parfois, quand on est en mer, il y a vraiment, parce qu'on ressent toute une harmonie et c'est très très clair. Que cet environnement est un excellent filtre pour faire la sélection entre l'art et la merde, quoi. Dans la musique ou quoi que ce soit d'autre. Tu vois. T'as la bonne musique, tu l'apprécies beaucoup plus. Parce qu'en plus, quand tu es seul, tu es extrêmement sensible, aussi bien à la beauté qu'à la dureté des choses. On est toujours un peu à fleur de peau quand on navigue tout seul, et surtout quand on n'a pas d'environnement humain qui te regarde. En général, quand tu es dans un environnement humain, tu contiens un peu tes émotions, tu les caches parce que la socialité le veut, par pudeur ou autre. Et quand tu es tout seul, en fait, d'abord parce que tu es quand même tout seul et c'est dur à vivre, et en plus parce qu'il n'y a pas ce filtre, enfin cette nécessité de... Donc tes émotions sortent, parfois te prennent un petit peu au dépourvu, et de façon extrêmement intense. Et que ce soit dans la joie, le désespoir ou autre. Hein. Et donc l'émotion que tu peux avoir à écouter de la musique, c'est extraordinaire, quoi. Quand c'est de la bonne musique, et il y a plein de bonnes musiques, bien sûr. Hein. Quand je navigue, j'ai quasiment toujours une chanson dans la tête. Et cette chanson, elle est toujours révélatrice de ce que je ressens au fond de moi, quoi. Et je ne l'ai pas fait tout le temps, mais là je le ferai peut-être pour ce voyage-là. Mais ça m'est arrivé une fois un été, je mettais mes positions sur mon journal de bord et je mettais la chanson qui me passait à travers la tête, quoi. Et c'est vraiment comme un fil, et c'est vraiment des chansons, enfin, elles m'habitent vraiment, quoi, tu vois. Donc même si j'ai pas de musique à l'extérieur, j'ai de la musique à l'intérieur, de toute façon. Je veux d'abord faire le voyage, tu vois. De toute façon, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, donc il faut faire je pense que c'est vrai pour toute chose, mais disons que là, ici, la taille du projet rend cette vérité encore plus importante. Il faut être totalement présent à ce qu'on fait au moment où on le fait, et pour pas passer à côté et pour le réussir au mieux. Alors après, moi j'ai toujours, quand j'ai navigué, j'ai toujours voulu écrire un récit, donc j'en ai plein de récits. Quand j'ai fait une navigation, ensuite j'ai mon journal de bord et j'écris un petit texte qui va résumer ma navigation sur un plan relativement technique, enfin personnel. Je ne fais pas le journal de mes états d'âme du tout, mais je raconte assez factuellement la navigation, les ambiances que j'ai traversées, etc., les ambiances météorologiques, je veux dire, pour me souvenir et pour le revivre. Et donc, bon, et d'autre part, j'adore naviguer, mais j'adore les récits aussi de navigation, et c'est pour ça que Bernard Moitessier, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, parce que c'est un écrivain en même temps. Et donc, c'est par la qualité de son écriture qu'il a donné tellement envie à plein de gens, qu'il a fait rêver plein de gens. Et donc, moi, j'aimerais bien, enfin, j'ai toujours voulu écrire
là, mes récits de navigation, je les ai fait lire à 2-3 personnes, mais je sais très bien que ça ne peut pas tellement intéresser beaucoup de gens. Par contre, j'aimerais écrire un beau livre de mer, quoi. Mais d'abord, il faut vivre l'aventure, et ensuite on écrira le livre de mer, quoi. Et par ailleurs, j'aimerais bien aussi faire un beau film, mais vraiment, enfin, pas juste un collage de trucs, mais faire un beau film pour raconter le voyage, mais pour essayer de partager cette espèce d'ambiance, à la fois la beauté et l'ambiance, l'expérience humaine. J'aimerais bien faire ça, c'est des deux choses liées autour du monde que j'aimerais faire. Mais encore une fois, faut d'abord le faire. Enfin, faut se mettre à fond là-dedans et ça ira avec, disons. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs.